Salut à tous. L'industrie des mangas et des animés regorge de moments marquants, épiques, intéressants et bien sûr cultes. Que ce soit des combats mythiques ou des morts légendaires, c'est souvent grâce à une citation qu'une scène prend tout son sens. Alors aujourd'hui, je vous propose de voir et d'analyser 8 répliques dans les animés qui ont marqué toute une génération. Full Metal Alchemist Brotherhood, Mustang sauve Risa Okai et engage le combat contre Envy. Full Metal Alchemist Brotherhood est un animé pilier du XXIe siècle, connu pour posséder des personnages attachants et un scénario bien construit et ficelé. Nous sommes ici dans la dernière ligne droite de l'œuvre et Risa Okai décide tout d'un coup de pointer son arme sur son supérieur, Roy Mustang. Risa trouve que quelque chose cloche chez lui et bingo, ce n'est pas le vrai Roy Mustang, mais l'un des 7 homunculus Envy qui a pris l'apparence de l'alchimiste. Découvert, Envy sur Risa et menace de la tuer. Mais là, dans un torrent de flammes, apparaît le véritable Roy, qui demandera alors à Envy de laisser son irremplaçable subordonné tranquille. Cette scène est le début de l'un des moments les plus déroutants de l'anime. Envahi par la colère, Roy balance des dizaines d'explosions sur l'homunculus qui n'a alors pas le temps de réagir. Même Risa est choquée de l'attitude de son colonel, car Roy Mustang est normalement quelqu'un de calme et réfléchi, il préfère s'assurer la victoire avant d'agir. Mais là, c'est un homme déchaîné et avide de vengeance qui fait face à Envy, car ce dernier est l'assassin de Maes Hughes, un autre alchimiste qui était un grand ami de Roy. C'est typiquement et purement par rage que Roy s'attaque ensuite à Envy, et le colonel ne souhaite qu'une chose, que son ennemi souffre le plus longtemps possible. Maes était un homme très apprécié et attachant, sa mort restera l'une des scènes les plus tristes de FMA, de même que l'enterrement de ce dernier, un moment où l'on n'entend que les pleurs de sa fille demandant à ce qu'on arrête de mettre de la terre sur son père. Roy s'en veut de ne rien avoir pu faire pour sauver Maes, de ne rien avoir pu faire pour le seul à qui la perte fit tomber des larmes au terrible colonel. Une réplique d'autant plus épique et intéressante, car Envy est impliqué dans la mort de Hughes certes, mais allait être aussi à l'origine de celle de Risa, la subordonnée et acolyte de Roy, et son conteste le duo le plus charismatique de la série. Lorsque le colonel sauve son lieutenant, et en repensant à son ancien ami, Roy ne peut être envahi que de colère et de désir de vengeance. Il est énervé contre l'homunculus et contre lui-même, et après une dizaine d'attaques, Roy est ramené à la raison par Risa, qui ne peut supporter de voir son irremplaçable supérieur dans un tel état, lui disant alors que ce n'est pas digne de lui. One Punch Man, la fin du combat entre Boros et Saitama. One Punch Man, c'est l'histoire de Saitama, un type qui va se faire attaquer par un monstre un jour et qui se fera démolir. Après cette défaite, l'homme va s'entraîner tellement qu'il en perdra les cheveux. Mais cette perte capillaire est rien à côté du résultat de cet entraînement. C'est simple, Saitama est devenu le meilleur, le plus fort, le plus rapide, le plus résistant, un seul de ses coups de poing peut vaincre n'importe quel adversaire. La saison 1 de One Punch Man n'est alors qu'un défilé de la puissance de Saitama, devenu héros aux grandes dames des monstres et menace envers les populations. Ninja supersonique, scarabée dopé aux hormones ou encore roi des mers, rien ne résiste au point de Saitama. Mais la fin de la première saison se termine pourtant sur un combat d'anthologie. Les différents héros de classe S sont réunis par le gouvernement car une prêtresse a eu la prémonition d'un gigantesque danger qui menacerait la planète tout entière. Et bingo, la ville A où se réunissaient les héros est entièrement détruite en un seul coup de canon d'un vaisseau extraterrestre. Saitama va alors se ruer vers le vaisseau en question et décimer les soldats d'outre-terre jusqu'à arriver face au big boss ennemi, Boros. Fort, rapide et puissant, Boros saisit adversaire et peut être le seul à pouvoir mettre Saitama en haleine. Car avec ses nouvelles forces, Saitama s'ennuie. Il le dit lui-même, il n'est pas vraiment un héros, il ne fait que jouer au héros. Le combat est magnifique, bien structuré, une animation aux petits oignons et des musiques à couper le souffle. Le combat Saitama contre Boros est considéré par beaucoup comme l'un des combats les plus impressionnants de l'animation japonaise. Boros paraît surpuissant, mais de son côté, Saitama continue de s'ennuyer. L'extraterrestre enchaîne alors les transformations et atteint un degré de régénération lui permettant de résister au simple coup de poing de Saitama. Il trouve une ouverture, puis avec un coup de pied démentiel, Boros envoie son ennemi droit sur la lune. Confiant de sa victoire, il ne sera que choqué en voyant Saitama revenir sur Terre presque instantanément, en n'ayant pris aucun dégât. Après un nouvel échange violent, Boros est acculé et décide d'utiliser toute son énergie restante dans une ultime attaque pour emporter son adversaire et la Terre par la même occasion. Mais Saitama réplique avec un coup de poing en mode sérieux, l'attaque atomise le rayon d'énergie de Boros et achève le combat en fendant le ciel et les nuages sur des centaines de kilomètres. Et Boros est ainsi vaincu,
par un simple coup de poing en mode sérieux de Saitama, un personnage tellement fort qui, dès le début de One Punch Man, a peut-être déjà vaincu sans effort l'adversaire le plus puissant de l'œuvre et qu'il aura à rencontrer. De l'autre côté, il y a Boros, qui pensait être le plus fort, mais qui n'est venu sur Terre que pour affronter un ennemi puissant. Les deux avaient donc le même objectif, mais Saitama était beaucoup trop fort. Ce combat n'était alors pas digne de lui. Tokyo Ghoul, la séance de torture de Jason sur Kaneki. Kaneki, 奪わせろ。最後に全部食わせろ。笑える。本当につまらない男。 Voilà une réplique qui en aura traumatisé plus d'un et qui vous fait peut-être encore aujourd'hui froid dans le dos. Ici, on est dans Tokyo Ghoul, un manga qui se veut volontairement gore et où on peut résumer l'histoire à des monstres à l'apparence humaine qui font des humains leur garde-manger. Notre personnage principal, Kaneki Ken, a été attaqué et laissé à l'article de la mort par une ghoul, Riz Kamishiro, une personne qu'il côtoyait à la librairie. À l'hôpital, Kaneki devient le cobaye du docteur Kano qui le transforme alors, et contre son gré, lui-même en ghoul. Tout s'enchaîne alors pour Kaneki qui devient alors la cible des ghouls habitant près de chez lui, car toute possédant un territoire de chasse qui ne doit alors pas être violé. Kaneki est secouru par les ghouls modérés du café de l'Antique, et apprend alors à vivre comme une ghoul, et surtout à s'accepter comme telle et à abandonner son statut d'humain. Les autres membres de l'Antique le diront d'ailleurs à maintes reprises, Kaneki ne peut pas rejeter ce qu'il est et s'accrocher à ce qu'il n'est plus pour vivre. Mais un jour, Kaneki est kidnappé par les ghouls d'une organisation criminelle, l'arbre Aogiri. Kaneki est en effet une ghoul borgne, un cas extrêmement rare de ghoul et qui possède des propriétés impressionnantes. Dans le QG d'Aogiri, Kaneki est torturé par le sadique Jason Omori, un ancien détenu qui a subi diverses tortures de la part des gardiens de la prison où il était enfermé. Jason en est profondément traumatisé et va naturellement décider d'utiliser ce qu'il avait subi contre notre héros. Coup de poing, ongles arrachés, 1000 pattes chinois agressifs et venimeux dans l'oreille, et même possible viol selon certaines théories, notre Kaneki est tellement malmené que la couleur de ses cheveux passe du noir au blanc. Pour s'assurer que la victime conserve un certain état éveillé durant la torture, Jason lui demande alors combien font tel nombre moins 7, ce à quoi Kaneki est obligé de répondre sous peine de recevoir une punition. Plus tard, et alors que la brigade anti-ghoul du CCG s'attaque au QG d'Aogiri, Jason retourne voir Kaneki en voulant aller le manger. Mais Kaneki ne va pas se laisser faire, il va accepter son statut de ghoul et va se rebeller en démolissant Jason dans un combat incroyable. Mais on pourra dire ce que l'on veut concernant les adaptations médiocres de Tokyo Ghoul en animé, on ne peut pas vraiment critiquer ce passage-là qui est juste épique. Des cris de Jason, la folie de Kaneki, l'opening Unravel qui se lance en fond, ce combat est incroyable et pour beaucoup, culte. Kaneki ne fera qu'une bouchée de Jason, mais avant de l'achever, notre héros va torturer son ancien bourreau avec les mêmes techniques, lui demandant alors combien font 1000 moins 7. 殺してやるぞ。戦え。戦うんだよ。勝てなきゃ死ね。勝てば生きる。何考えてやがるこのガキ。戦わなければ勝てない。 Shingeki no Kyojin, la volonté de se battre d'Eren Yeager. Est-ce que j'ai besoin de vous présenter l'Attaque des Titans ou Shingeki no Kyojin, manga illustre de la dernière décennie qui s'est terminé il y a peu? Et d'ailleurs, comment ne pas mentionner l'incroyable évolution d'Eren Yeager, du parfait protagoniste au parfait antagoniste? Comment ne pas mentionner, lorsqu'on parle d'Eren, de sa volonté de se battre contre ses ennemis et de ne pas abandonner? Car Eren est la définition même de la motivation. Même en sachant que l'humanité est acculée et au bord de l'extinction, il s'est toujours battu, car pour lui la défaite n'existe pas. Eren n'apparaît pas comme quelqu'un d'arrogant, mais plutôt comme quelqu'un qui déteste perdre. S'il doit mourir, alors il veut le faire en ayant combattu. Bats-toi, si tu perds tu meurs, si tu gagnes tu vis. Ce sont les paroles qu'il prononcera à Mikasa enfant qui, à la suite de cela, éveilla son âme d'Ackerman et planta son couteau dans le dos de l'un des kidnappeurs qui les attaquait, elle et Eren. Cette simple phrase sauva la vie aux deux enfants. Et comme on nous le répétera tout au long du manga, vouloir se battre c'est vouloir gagner, car on ne peut pas gagner sans se battre. Ce qu'Eren méprise chez les soldats de Paradis au début de l'œuvre, c'est leur passivité et leur manque de combativité. L'humanité n'avait que trop perdu face aux titans, et ce ne fut qu'après la victoire de Trost que l'espoir a pu renaître. Si l'humanité ne se bat pas, alors elle perdra. Et l'humanité ne s'est pas battue ce fameux jour, lors des premières apparitions du titan colossal et du titan cuirassé, le jour où le mur Maria est tombé. Quand l'humanité a commencé à se battre, elle a gagné Trost, Stoès, puis le mur Maria et Shiganshina, avant de gagner le monde lors du grand terrassement.
Cette réplique culte d'Eren Yeager peut avoir comme alternative « quand on veut, on peut ». Il fallait un moyen de remettre l'humanité sur pied, de redonner de l'espoir aux ailes de la liberté et de pousser les hommes à se battre et à vouloir la victoire. Si l'on perd, on meurt, si l'on gagne, on vit. Mais l'on meurt dans tous les cas si l'on ne se bat pas. Le seul moyen d'atteindre ses objectifs, c'est de se battre face aux titans. Car ceux qui gagnent sont ceux qui y sont prêts. Naruto, l'entraînement acharné de Rock Lee. Est un ninja raté celui qui ne sait pas utiliser le ninjutsu, technique de base de l'univers de Naruto. Et c'est dans cet univers que naît Rock Lee, un garçon qui, malgré sa volonté et son physique impressionnant, n'est pas capable de manipuler le chakra de sorte à produire des techniques comme le katon, le futon ou encore le suiton. Il est alors considéré comme inutile par ses jeunes pairs et la plupart des professeurs de l'académie qui ne le considèrent pas comme un ninja à part entière. Néanmoins, il existe à Konoha un personnage portant le même fardeau que Lee, et ce personnage, c'est Mahito Gai. Un personnage qui, comme Rock Lee, n'est pas vraiment doué au ninjutsu, mais qui est tout de même considéré comme un puissant ninja, car étant le meilleur praticien du taijutsu à Konoha. Cela veut tout simplement dire que Gai est le meilleur combattant au corps à corps du village, et il va alors décider de prendre Lee sous son aile pour l'entraîner, et l'on peut largement dire que cela a porté ses fruits. En quelque temps, Lee est devenu un expert du taijutsu et a été notamment capable de maîtriser sans souci Sasuke Uchiwa, l'un des génies de la nouvelle génération et expert en ninjutsu et genjutsu avec son Sharingan. C'est à ce moment-là que Rock Lee nous sortira cette magnifique citation « Même un raté peut dépasser un génie avec de l'entraînement ». Une citation qui prendra tout son sens dans le combat légendaire du début de Naruto, Rock Lee contre Gaara. Ça se passe durant l'examen Chunin, Rock Lee doit affronter Gaara, un génie de la manipulation de chakra et hôte d'Ichibi, le démon de sable à une queue conférant à son porteur une immense réserve de chakra. Gaara est redoutable et sans pitié. Face au sable, Lee n'arrive à rien, il est le seul à prendre des coups, et l'on se dit alors que maîtriser le ninjutsu est primordial si on veut atteindre le sommet. Seulement, le combat n'est pas terminé, et après avoir reçu l'approbation de Gai, l'un des combats les plus légendaires de l'animation japonaise va commencer. Rock Lee retire des poids sur tout son corps qui pèse plusieurs centaines de kilos. En retirant cette immense masse, Lee devient plus rapide et beaucoup plus puissant. C'est désormais Gaara qui est acculé et qui se prend tous les coups. Son sable n'arrive pas à suivre la vitesse de Lee et à le protéger. Mais alors que Lee s'approche de la victoire, c'est au tour de Gaara d'avoir son power-up, et à partir de là, il semble clair que Lee va perdre. Mais c'est sans compter sur un deuxième power-up de sa part, en utilisant la technique de l'Hachiman Tonko, Lee ouvre les premières des 8 portes célestes et atteint un niveau de puissance jusque-là inégalé. Les deux combattants se renvoient coup pour coup de leurs meilleures attaques, et Lee n'aura pu être stoppé que par le contre-coup de l'Hachiman Tonko, et le fait qu'il n'a pas autant de chakra que Gaara, il finit par perdre ce combat. Même si Gaara a gagné, l'on retiendra d'abord comment un ninja considéré comme raté a mis dos au mur un génie abritant un démon surpuissant. De son côté, Lee continuera de s'entraîner et atteindra des sommets encore inégalés dans le taijutsu en s'imposant plus tard comme l'un des ninjas les plus prometteurs de sa génération. My Hero Academia, la retraite d'All Might. C'est une réplique pleine de sens que nous offre ici All Might, le meilleur héros du Japon et peut-être même de l'univers de My Hero Academia tout entier. C'est un combat très important qui a lieu entre All Might, porteur de One for All, et All for One, vilain le plus recherché de l'histoire. Ce combat prend place durant le sauvetage de Bakugo, amené plutôt par l'alliance des vilains dans leur quartier général. Mais si le lycéen arrive à être sauvé, ce n'est pas le cas de tout le monde. Car de son côté, le héros Best Jeanist, alors en mission dans l'endroit de fabrication d'Enomu, est attaqué par All for One, un super vilain surpuissant capable d'utiliser plusieurs alters en même temps et de voler l'alter de ses ennemis. Best Jeanist, classé numéro 3 national, n'aura rien pu faire face à un tel antagoniste. Il aura alors fallu l'intervention d'All Might, le numéro 1, pour seulement bloquer le dit vilain. Le combat se veut épique et volontairement important, entre le meilleur des protagonistes et le meilleur des antagonistes. Les coups échangés sont puissants, mais l'on voit bien qu'All Might souffre de son ancienne blessure et son pouvoir faiblit. Se rappelant de son mentor et de ses indications, All Might offre son tout dernier combat et son tout dernier smash.
Ayant vaincu son ennemi, All Might dit adieu à All for One, mais aussi à son alter One for All. Sur le point de s'écrouler, et alors que le combat était retransmis à la télévision, All Might pointe du doigt la caméra, le prochain, c'est toi. Cette réplique a été comprise de tous comme étant à la destination des vilains, le plus fort d'entre eux ayant été vaincu, ce serait à leur tour de se faire démolir. Et pour le jeune Izuku, ayant reçu le One for All, cette phrase est à sa destination. Comme le mentor d'All Might lui avait légué son pouvoir, c'était au tour d'All Might de le léguer à Deku, autrement dit, le prochain c'était lui. C'était à Izuku de devenir le meilleur des héros, de reprendre ce qu'a laissé All Might en prenant sa retraite après avoir vaincu All for One. Un immense poids pèse désormais sur le jeune Midoriya, c'est à lui de reprendre le flambeau. Le prochain, c'est bel et bien lui. Le prochain symbole de la paix, c'est le nouveau porteur du One for All. La flamme s'est éteinte, mais la cavalerie est toujours là. Hunter x Hunter, le climax du combat entre Netero et Meruem. ありの腕がなけりゃ祈れねえとでも祈りとは心の所作。 Comment ne pas parler d'Hunter x Hunter lorsque l'on aborde des moments où répliques cultes, épiques et intéressantes? Alors je ne vais pas vous représenter l'œuvre, je le fais d'ailleurs très bien dans cette vidéo, mais tout de même, difficile de ne pas résumer Hunter x Hunter à sa panoplie de moments légendaires, et la réplique dont on va parler en fait partie. Netero contre Meruem, c'est LE combat de Hunter x Hunter, le combat opposant les deux plus puissants personnages du manga. D'un côté Netero, président de l'association Hunter et meilleur manipulateur de nains de l'histoire du haut de ses 120 ans, et de l'autre Meruem, la plus jeune des fourmis chimères et nouveau roi de ces dernières après la mort de sa mère. Meruem, dont on ne connaîtra le nom que bien plus tard après sa première apparition, est un roi et guerrier né. Rapide, fort, puissant, intelligent, rien ne semble être capable de le vaincre. Il ira jusqu'à faire venir les plus grands génies humains à son palais pour tuer le temps sur des jeux de société ou des combats d'arts martiaux. Lorsque son palais est attaqué par l'association Hunter pour arrêter le massacre des humains par les fourmis chimères, Netero n'hésite pas une seule seconde à affronter Meruem. Les deux iront combattre loin du champ de bataille afin de ne pas détruire le palais, là où se trouve une jeune fille innocente blessée, Komugi. Ça, c'est déjà une preuve impressionnante du mental charismatique de nos deux combattants. D'un côté, celui qui cherche à protéger la seule personne à pouvoir la mettre en haleine, et de l'autre, un Hunter qui ne peut se résigner à mêler une innocente aux affaires et erreurs de l'association. Malgré le fait qu'il se tienne devant le meilleur combattant de la planète, Meruem n'est motivé par le combat que par le fait que Netero connaisse son nom, donné par sa mère peu avant sa mort. L'affrontement se lance et il est titanesque, c'est la première fois que Meruem est en difficulté et qu'il n'arrive pas à toucher son adversaire. Petit à petit cependant, il s'accoutume à la vitesse des coups de son adversaire et lui tranche alors une jambe, puis un bras. Meruem est sûr de sa victoire, car Netero utilise ses deux bras pour lancer ses attaques ultra rapides. Mais le vieil homme le regarde et sourit, lui demandant s'il croit qu'il a besoin de deux bras pour prier. Netero n'est pas un fanatique du combat à proprement parler, mais un fanatique du travail acharné. Il a prié, prié, prié et encore prié, de sorte à ce qu'après des années d'entraînement, ce mouvement lui soit devenu naturel en devenant capable de prier des milliers de fois en seulement quelques secondes. Une vitesse d'exécution alliée à un aide d'exception et surpuissant faisant apparaître les 1000 bras de la déesse Kadon. Mais en priant avec son cœur, Netero peut libérer toute la puissance de la paume de Zéro et déchaîner un rayon suprême et terriblement intense qui détruit tout sur son passage. Meruem n'en est pas mort, mais il a eu maintenant et pour la première fois la sensation de la douleur. Une douleur infligée par la force des émotions de Netero et de son amour pour son dieu et le combat, faisant ressentir chez Meruem une toute nouvelle émotion, le faisant alors se rapprocher de l'humain. One Piece は実在する One Piece, les derniers instants de Barbe Blanche. Qui n'a pas frissonné à cette déclaration? Qui n'a pas été hypé par une aussi belle citation? Fortune, gloire et pouvoir, un homme du nom de Gold Roger avait un jour amassé toutes les richesses du monde en laissant après sa mort un immense trésor et les connaissances du monde entier. Ce trésor, c'est le One Piece. Œuvre légendaire, One Piece est le manga le plus populaire, le plus vendu et le plus suivi par des millions de personnes à travers le monde. Depuis 1997, chaque semaine, nous suivons les aventures de Monkey D. Luffy, un gamin portant un chapeau de paille qui souhaite trouver le One Piece et devenir le roi des pirates. Mais en 2009, et même encore aujourd'hui, nous n'avions que peu d'informations sur ce trésor, à un point où certains l'avaient oublié, et où d'autres n'y croyaient plus, que ce soit nous lecteurs ou les personnages même de l'œuvre. Il aura fallu donc attendre que l'homme le plus fort du monde, ancien rival de Goldie Roger et membre des 4 empereurs, Edward Newgate dit Barbe Blanche, nous dise qu'il existe pour relancer une nouvelle vague de la piraterie, et avec elle, le début d'une nouvelle ère. C'est une réplique qui a su faire trembler le monde, la marine, le gouvernement mondial et les populations.
mais une réplique qui a su redonner de l'espoir quant à la recherche du trésor de l'ancien seigneur des pirates à ceux qui le recherchent. Ce sont les derniers mots de Barbe Blanche, la dernière grande figure de l'ancienne génération, celui qui, sans même avoir trouvé le trésor, était considéré comme le nouveau roi des pirates. En un sens, cette scène rappelle celle de l'exécution de Roger à Lockdown. Barbe Blanche prend sa retraite. À Marineford, il n'a pas pu sauver son subordonné Ace, mais il a su donner un dernier ordre à son équipage, celui de protéger son petit frère, Monkey D. Luffy, car il est celui qui hérite de la volonté de ceux qui sont tombés. Barbe Blanche le savait. En mourant, il allait affaiblir la piraterie, alors il a tout fait pour raviver la flamme chez les personnes en quête de liberté. La passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter, et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. La piraterie, c'est la liberté, et trouver le One Piece, c'est être en quête de cette liberté. La volonté des anciennes générations se transmet aux nouvelles. Avec sa déclaration puis sa mort, Edward Newgate a marqué le début et la fin d'une ère. Une réplique qui ne contient que 4 mots mais 1000 sens. En disant que le One Piece existe, Barbe Blanche a donné le premier indice vers l'obtention du plus grand trésor de tous les temps. Et vous, qu'avez-vous pensé de ces citations? Et en avez-vous d'autres en tête qui vous ont particulièrement marqué? Dites-le moi en commentaire et surtout dites-moi si la vidéo vous a plu, c'est un sujet un peu différent que je voulais aborder, alors j'espère que je m'y suis bien pris. N'hésitez pas à vous abonner car plus on sera de personnes sur cette chaîne, plus ce sera intéressant pour moi de discuter avec vous ou de discuter entre vous, autour d'une passion qui nous rassemble tous, les mangas et les animés. Salut à tous.